On pense souvent que l'exploration de la planète Terre est terminée. Il n'en est rien, comme va nous le montrer Francis Allais dans quelques instants. Mais avant, quelques petits mots sur lui. Tout d'abord, Francis, laissez-moi vous remercier infiniment d'avoir accepté, malgré vos nombreuses missions dans les airs, de venir donner à Uzès, dans ce lieu près du ciel, cette conférence au temps. J'ai la charge, ce qui n'est pas rien, vu votre exceptionnel parcours scientifique, de vous présenter à nos amis et aux personnes du public qui sont venus très nombreux vous écouter. Cela me fait d'autant plus plaisir que si vous et moi sommes des altitudes très différentes de l'arbre, vous à environ 40 mètres de hauteur et moi plutôt enfoui à 2 mètres de profondeur dans le sol du côté des racines, nous avons en commun d'avoir commencé tous les deux notre carrière dans la même institution, un peu unique au monde, qui s'appelait l'ORSTOP, Office de la recherche scientifique et technique outre-mer, et qui s'appelle maintenant IRD, Institut de recherche pour le développement. Vous au Congo et moi au Sénégal. Vous êtes donc un enseignant et un chercheur. Pour l'enseignant, après l'ORSTOP, dès 1966, vous devenez maître de conférence à Brazzaville, l'ex-Congo français, puis professeur au Zaïre, avant d'intégrer l'Université de Montpellier en 1971, où vous enseignerez la botanique jusqu'en 1999. Mais vous continuez à dispenser des cours à l'étranger, entre autres à Madagascar, en Thaïlande, en Malaisie, aux USA et dans bien d'autres endroits. Sur le plan de la recherche, très rapidement, vous vous intéressez à l'étude de l'architecture et du fonctionnement des forêts tropicales, et vous êtes tout à fait novateur en créant, dès 1970, le concept de modèle architectural pour les plantes. Mais vous êtes aussi novateur par cet intérêt que vous avez très vite, dès 1984, à aller voir ce qui se passe tout en haut de ces arbres gigantesques, à leur canopée, comme on dit. Et là, vous découvrez un monde incroyablement divers et inconnu. Mais encore faut-il accéder à cet espace singulier. D'où l'idée du radeau des cils, dont vous allez probablement nous entretenir ce soir, en même temps que l'on découvrira ce monde fascinant d'en haut. Avec ce radeau-là, vous devenez une célébrité, non seulement du petit monde scientifique, mais aussi du grand public. Et à l'occasion de divers programmes de recherche internationaux, vous participez à de très nombreuses missions dans les espaces aériens arborés. La liste est très longue. Laissez-moi nommer quelques-unes des destinations. Guyane française, Cameroun, Gabon, Madagascar, Panama, Laos, prochainement en Chine. Autrement dit, un quasi-tour du monde en radeau de la canopée tropicale. C'est cette grande expérience mondiale de visite dans le monde entier qui aussi a incité et a permis Francis Allais d'écrire un des ouvrages qui est sur cette table, qui est La condition tropicale. Évidemment, vous publiez des articles dans des revues scientifiques spécialisées, sans compter une vingtaine d'ouvrages, mais votre grand mérite, c'est aussi d'écrire pour le grand public. Et je citerai 3 de ces ouvrages que j'incite notre public à se procurer. Le radeau des cils, qui est ici, La condition tropicale que je viens d'évoquer, qui est aussi ici, et Plaidoyer pour la forêt tropicale. Voilà, je crois que j'ai maintenant assez parlé, et tout le monde a envie de vous écouter. Je te passe donc la parole. Merci Christian. Est-ce que vous m'entendez ? C'est bon ? Je suis venu vous parler de la canopée, la couche supérieure des forêts, mais je voudrais d'abord vous expliquer pourquoi cette couche m'intéresse. En 1982, c'est pas si vieux, un jeune chercheur américain qui s'appelle Terry Irwin, travaillant à la Smithsonian, c'est-à-dire l'équivalent du CNRS pour les États-Unis, a
fait le premier inventaire des insectes, seulement des insectes, dans une canopée tropicale. 82, on n'avait pas de moyens pour monter. Et Terry Irwin n'est pas monté. Il a adopté une solution qu'on peut trouver discutable, mais enfin, à l'époque, on n'avait pas le choix. Il a mis sur le sol de la forêt un espèce de canon qui envoie vers le haut un gaz toxique, pyrètre. Bon, c'est pas une méthode que j'emploierais volontiers, mais enfin, en 1982, il n'y avait pas le choix. Donc, ce gaz toxique arrive dans le sommet des arbres. La plupart des insectes tombent, mais pas tous, parce qu'il y en a qui restent accrochés. Enfin, il en tombe beaucoup. Et ces insectes sont récoltés sur des draps blancs posés sur le sol de la forêt. Le drap, très rapidement, est recouvert d'insectes. Bon, l'intéressant, c'est qu'il refait la même manipulation 3 km plus loin, dans la même forêt. Eh bien, les insectes sont différents. Et évidemment, il y a quelques espèces communes aux deux sites, mais la plupart des espèces sont différentes. Et alors, il a recommencé ça 4 ou 5 fois. Ensuite, il est allé le faire à Tambopata, au Brésil. Et à nouveau, presque à chaque expérience, les insectes sont différents. Vous comprenez que ça l'a mis sur la voie d'une évaluation du nombre d'insectes dans les canopées tropicales, puisqu'il y a une variabilité considérable d'un point à l'autre. Il suffisait de multiplier ça par tout ce qu'il y a comme canopée sur notre planète. Et 1982, je trouve que ça n'a pas fait suffisamment de bruit dans les médias européens. 1982, la biodiversité de notre planète a été multipliée par 10. Simplement par cette espèce de coup de sonde très partiel dans les canopées tropicales. On est passé cette année-là de 3 millions d'espèces à 30 millions d'espèces. Et je trouve qu'on n'en a pas assez parlé et que Terry Irwin n'est pas quelqu'un de suffisamment connu en Europe. Moi, c'est un chercheur que j'aime bien et bon, alors on peut discuter de la qualité écologique de sa méthode, mais ça c'est autre chose. Non, alors, à partir de 1982, moi, je tenais absolument à explorer ces canopées. C'est normal, puisque la vie est là-haut. Mais avant de commencer avec les canopées, je voudrais vous rappeler quelques évidences concernant les forêts tropicales elles-mêmes. Bon, j'insiste pas là-dessus. En gris et en noir, les forêts qui m'intéressent, les forêts tropicales humides. Voilà à quoi elles ressemblent. Ça, c'est à 5 degrés de latitude nord, en Guyane française, donc c'est très proche de l'équateur. Voilà le genre de forêt sur laquelle on peut aisément poser un radeau. Ça me paraît intéressant, c'est la différence entre le sous-bois et la canopée. Le sous-bois, moi j'aime bien. Je m'y promène à mon aise depuis plus de 50 ans. C'est un milieu facile, mais pas extrêmement excitant. Il y a très peu de fleurs. Il y a énormément d'arbres, bien sûr, et de petites plantes, mais les fleurs sont pas là. Les fleurs sont dans la canopée. Si vous voyez des fleurs, c'est le plus souvent des fragments de fleurs tombés du haut des arbres. Donc très peu de fleurs. Très peu d'animaux aussi. Alors attendez, on les entend très bien, mais il est très rare qu'on les voit, tout simplement parce qu'ils sont très méfiants et qu'à mesure que vous avancez, ces animaux se mettent derrière les arbres. Donc on ne les voit pas. Une ambiance un peu sombre, c'est 1% de la luminosité totale, c'est-à-dire que vous avez l'impression de rentrer dans une cave. Alors l'œil s'habitue bien sûr, mais la première impression c'est que c'est vraiment sombre. De toute façon, ce n'est pas un milieu brillamment éclairé. Les odeurs sont,
pas désagréable, mais pas non plus très excitante. C'est drôle, moi je suis d'une époque où on rentrait en classe, la rentrée des classes c'était le 1er octobre, et je me rappelle très bien que la cour de l'école sentait la feuille morte. Et encore maintenant, quand je mets les pieds dans ce sous-bois tropical, ça sent la feuille morte et je me retrouve dans la cour de mon école. C'est idiot, mais enfin, c'est pas une odeur très excitante, c'est une odeur de terre, une odeur de champignons, une odeur de bois pourri, une odeur de feuille morte, voilà. Par contre, la canopée, c'est-à-dire ce qui est en noir sur ce dessin, là c'est complètement différent. Vous êtes évidemment en pleine lumière, il n'y a pas d'ombre, et vous êtes sous le soleil équatorial qui est souvent exactement au-dessus de votre tête. Énergie solaire 100%. Je passe sur les détails, mais vous voyez que 75% de la faune forestière se trouve en haut, dans ces quelques mètres les plus hauts. Alors ça explique pourquoi le sous-bois paraît tout de même relativement démuni d'animaux. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire là-dessus? Ah oui, le vent. Quand vous êtes en haut, vous avez un alizé très agréable. Mais quand vous êtes en bas, dans le sous-bois, il n'y a aucun vent. Même s'il y a une tempête dans la région, le sous-bois, vous pouvez allumer une cigarette et vous allez voir la fumée monter droit, comme ça. Tout simplement parce que le vent, il intéresse la canopée, mais il ne descend pas jusqu'au sous-bois. C'est extrêmement calme. L'humidité aussi, dans le sous-bois, elle est très forte. Elle est très forte en permanence, toute l'année. Vous savez qu'il n'y a pas de saison dans ces coins-là du monde. Et donc, à l'aube, il y a de la brume dans la forêt. Tous les matins de toute l'année. Alors que, en haut, l'humidité atmosphérique est très variable, de 100% au petit matin jusqu'à 30% à 14 heures. Donc c'est très sec. Ça varie du très humide au très sec. Voilà. Je voudrais d'abord dire un mot de la forêt primaire. Il en reste très très peu dans le monde. Vous en avez un exemple ici sous les yeux, c'est la baie d'Antongil dans le nord-est de Madagascar. Là, la forêt primaire arrive au niveau de la mer. Les gens d'ailleurs, comme vous voyez, ils évitent d'y passer, c'est plus simple de prendre un bateau. Le sous-bois, ça c'est la Guyane centrale. On ne peut prendre une photo comme ça que dans un chablis, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'un arbre tombe pour qu'il y ait assez de lumière pour prendre la photo. Ce qui manque à cette photo, je l'aime bien, mais il manque le bruit de la faune et les odeurs. Je ne vais pas insister longuement, mais je voudrais vous dire que si vous comparez une forêt équatoriale, telle que celle où je travaille, et une forêt européenne, il y a beaucoup de différences, mais la plus importante de toutes, c'est que dans nos forêts d'ici, l'adversaire, c'est l'hiver. Que ce soit la faune ou la flore, le problème numéro 1, c'est le froid hivernal. Rien de tout ça, bien sûr, dans les forêts équatoriales. Le problème numéro 1 pour les êtres vivants, c'est les autres êtres vivants. On est devant un formidable écheveau d'action et d'interaction entre les plantes et les animaux, entre les animaux entre eux, entre les plantes entre elles. On est devant un énorme écheveau biologique. C'est ça la différence. Alors, voilà par exemple, un papillon en train de prendre le nectar d'une fleur, et si vous regardez de près, vous verrez qu'il y a plein de fourmis sur cette fleur, une fleur de passiflore, et le même papillon en train de pondre des œufs
sur une plante, sur les feuilles d'une plante, et ces chenilles vont manger cette plante. Voilà le type d'action et d'interaction entre êtres vivants. Par contre, il fait jamais sec, jamais froid, etc. Donc il n'y a pas d'hiver. Bon, je passe là-dessus. Alors ça, non, je crois que je vais passer ça. Ça se passe aux îles Salomon. J'étais accompagné d'un papou. Je lui dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et il me dit, monsieur, sauf votre respect, c'est la couille du diable. Alors, ça a tout de même retenu mon attention. J'ai passé 8 jours à étudier ces plantes-là. Il y en a partout, hein. Une espèce de masse de cette taille-là. C'est pas au sol, c'est accroché à un tronc. C'est une plante épiphyte. Est-ce que c'est une plante? Pas du tout évident, parce que si vous faites une coupe, il faut être gonflé pour le faire, une coupe dans la couille du diable, vous vous apercevez que c'est plein de galeries, et si vous grossissez plus, vous allez voir que les galeries sont pleines de fourmis. C'est une fourmilière, c'est équitablement une fourmilière et une plante. Et je serais bien en peine de dire si c'est plus l'un ou plus l'autre. Voilà typiquement le genre d'interaction entre êtres vivants qui rend passionnante l'étude de ces forêts-là. Voilà la canopée. Canopée de forêt primaire. On ne voit aucun tronc, aucune branche. On ne voit que des hémisphères de feuilles. Tout ça est tout à fait étanche. On comprend pourquoi c'est si sombre en bas. Et sachant que l'essentiel de la biodiversité mondiale se trouvait là, moi je n'ai eu qu'un rêve, c'était de pouvoir travailler là-haut. Les scientifiques ne sont pas des athlètes dans l'ensemble, c'est des gens assez calmes, assez posés, et donc il fallait aussi trouver un système qui nous permette de travailler sans avoir à grimper à la force des poignets. Où est la difficulté dans le fond? Vous comprenez que c'est mou. Je ne peux pas marcher là-dessus. C'est mou, c'est des feuilles. C'est des feuilles tenues par des toutes petites branches. Alors si je m'enfonce plus, les branches vont devenir plus grosses. Mais en surface, il n'est pas question de marcher avec une paire de baskets. Ça c'est clair. La solution, c'est de faire comme on fait sur de la neige fraîche, c'est-à-dire utiliser une raquette. Une énorme raquette. Ça, c'est pour vous donner une idée de l'humidité qui règne dans ces forêts. Voilà, au lever du jour, tous les matins, toute l'année, vous avez cette brume, et ça favorise ces jardins suspendus qu'on voit de ci, de là dans les branches. Vous avez là des milliers de plantes qui n'ont aucun contact avec le sol. Ce sont vraiment des jardins suspendus, énormément de fougères, d'orchidées, de bégonias et même des plantes d'eau qui poussent là-haut, c'est tout à fait étonnant. Alors, Terry Irwin, lui, il a mesuré la biodiversité des insectes, puisqu'il était spécialiste d'insectes, mais moi je peux rajouter que la biodiversité végétale, elle est beaucoup plus forte en haut qu'en bas, dans la canopée que dans le sous-bois, à cause de ces jardins suspendus. Voilà la raquette en question, bon, qu'on a appelé le radeau des cimes, ça. C'est passé un petit peu dans le langage habituel, mais ça a 600 mètres carrés, 6 triangles équilatéraux de 100 mètres carrés chacun. Ce qui est rouge, c'est des tubes de caoutchouc gonflés avec une pompe à vélo, tout simplement, ou même gonflés avec la bouche. Il faut juste un peu de patience. Il faut surtout pas trop le gonfler, parce que on le pose au petit matin, mais à 2 heures de l'après-midi, il fait 40 degrés, donc il faut éviter de trop le gonfler, sinon il éclate. Donc on le sous-gonfle le matin, et comme ça, il est à la bonne pression à midi. Entre les tubes, vous voyez, ça ressemble au bord d'un bateau Zodiac, je pense que tout le monde voit. On peut s'asseoir dessus, on peut marcher dessus, il n'y a aucun problème. Et entre ces tubes, il y a un filet d'aramide, une matière plastique extrêmement solide, et il n'y a jamais eu de problème avec tout ça. Alors il y a des canopées qui sont accueillantes, comme celle que j'ai montrée à l'instant. Il y en a qui sont beaucoup plus dures d'accès, par exemple la Guyane, enfin ce coin-là de la Guyane.
Donc il faut un pilote très expérimenté. La dépose. Ensuite, on largue les amarres qui réunissent le dirigeable à la plateforme, et la plateforme, elle reste là à flotter. On a donc 600 mètres carrés de canopée à notre disposition, ce qui est un véritable paradis pour un biologiste. 600 mètres carrés, ça fait 5 ou 6 grands arbres, une dizaine de lianes et des milliers de plantes épiphytes, les jardins dont je vous parlais. Ça, c'est des entomologistes, l'un de Montpellier et l'autre de Kyoto. Ce qui m'amuse, c'est que, bien qu'ils soient tout en haut de la forêt, ils attrapent les papillons avec le même filet que moi j'avais quand j'étais gamin. Ça n'a absolument pas changé. Et quand les papillons sont attrapés, on les met dans un pot avec du cyanure de potassium et on le bouche soigneusement. Tout ça est resté exactement pareil. Apparemment, on n'a pas trouvé mieux. Alors, vous voyez qu'on peut marcher sur les boudins caoutchouc, on peut aussi marcher sur le filet. Évidemment, si on marche sur le filet, on s'enfonce, ça n'a pas la prétention d'être rigide. Et si on s'enfonce d'un côté, ça fait monter l'autre côté, de sorte que il est plus confortable de marcher sur les boudins parce que c'est moins mobile. Je peux vous dire que le travail de l'aquarelliste dans ces conditions-là, il n'est pas simple. On peut monter, bon, pas du gros matériel, mais on peut monter des choses comme ça. Ça ne pose aucune difficulté. Ça, c'est des collègues de l'université de Stanford aux États-Unis, en train de faire la vérité terrain des images satellitaires qu'ils ont eues par ailleurs avec les systèmes de satellites. Mais l'image satellitaire, on ne peut pas l'interpréter si on ne va pas faire un test de ce que représente l'image une fois qu'on est sur le terrain. Donc c'est ça qu'ils font. La nuit venue, c'est pas compliqué parce que ces filets, c'est comme de formidables hamacs, donc vous choisissez un endroit un peu à l'écart de la végétation, parce que sinon il y a trop de fourmis. Et on dort très très bien, non, j'exagère, c'est terriblement humide, et vous vous réveillez comme dans une serviette de bain trempée. Mais, à la vérité, ça serait dommage de dormir. Moi, j'essaye de ne pas dormir. C'est tellement extraordinaire ce qu'on voit là-haut. Ce qu'on entend, ce qu'on... Oui. D'abord, vous comprenez que si on monte dormir là-haut, c'est qu'il fait beau. On ne va pas monter un soir d'orage. Donc vous avez la Voie lactée au-dessus de vous, et le ciel tropical, il est d'une beauté absolument sans limite. Si vous regardez en dessous, au travers des mailles du filet, vous avez des lucioles qui clignotent. Il y a plein de lucioles, c'est tout à fait étonnant. Vous avez l'odeur des fleurs, parce que les fleurs, je l'ai dit, elles ne sont pas au sol, elles sont dans la canopée. Donc là, on est environné de montagnes de fleurs, des grands arbres couverts de fleurs, et les parfums sont exacerbés la nuit, tout simplement parce que les pollinisateurs sont nocturnes. Alors ces plantes ne se fatiguent pas, entre guillemets, à produire du nectar dans la journée, elles le produisent la nuit. Alors c'est bourré de papillons, c'est bourré d'oiseaux et même de primates. Et l'activité autour des fleurs est intense pendant la nuit. Le plus beau, c'est le concert nocturne. Toute la faune, dès l'instant que le soleil se rapproche de l'horizon, avant même qu'il fasse noir, toute la faune se met à crier. C'est tout à fait extraordinaire, ça. Ce concert canopéen, il va falloir qu'un jour on embarque quelqu'un qui ait le matériel et les compétences pour l'enregistrer, parce que c'est vraiment d'une beauté exceptionnelle. Les animaux les plus bruyants, ça paraît bizarre, mais c'est des petites grenouilles. C'est des batraciens, des rainettes arboricoles. On en a quelques-unes ici dans le Midi. Enfin, elles ne sont pas très fréquentes. Tandis que là, c'est des millions de petites rainettes. Après ça, il y a les insectes nocturnes. Et puis ensuite, il y a tout un tas de groupes, les oiseaux de nuit, et puis les primates, et
tout un tas de mammifères aussi, et puis il y a des cris que je n'arrive pas à identifier. Moi, c'est pas mon travail. Les plantes sont plus silencieuses. Ça fait un concert tout à fait étonnant, et il n'est pas figé, parce que ça commence avec les grenouilles arboricoles, ça continue avec les insectes, et puis en fin de nuit, c'est les oiseaux. Et quand le jour se lève, on a ce que les Anglais appellent dawn chorus, c'est-à-dire le chœur des oiseaux au moment où le soleil pointe, et ça c'est tout à fait magnifique. Il faudrait vraiment arriver à enregistrer ça. À part ça, vous remarquez que ces deux garçons qui sont là, ils n'ont pas de moustiquaires. Ça peut paraître étonnant, mais il n'y en a pas besoin. Parce que nous sommes en forêt primaire. Je voudrais vous expliquer ceci, que plus il y a d'espèces, moins il y a d'individus de chaque espèce. Ça, c'est une question juste d'encombrement. Alors il va peut-être passer 1 ou 2 moustiques pendant la nuit, mais la belle affaire. C'est beaucoup moins compliqué, question moustique, que Montpellier au mois d'août. C'est pas compliqué, remarquez. Donc voilà, des nuits inoubliables. Et je me dis que si j'avais la chance de pouvoir faire passer la nuit là-haut à des coupeurs de bois, ou à des décideurs politiques qui se font du fric à partir de la forêt équatoriale, ils n'oseraient plus faire ça. C'est tellement plus beau que ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire le sous-bois, que je pense qu'il y aurait un véritable choc. L'ennui, c'est qu'ils ne veulent pas venir, ils ont un emploi du temps qui ne leur permet pas. Alors on a eu plusieurs sortes de radeaux, je vous ai montré celui en hexagone, celui-là est plus récent, il s'appelle le bretzel. Et il y a un seul tube qui revient sur lui-même. Et là, il est posé sur la forêt de l'Est malgache. Le petit point bleu, c'est une petite tente, parce que tout de même, il arrive qu'on soit pris par des pluies énormes quand on est là-haut. Alors, on dort là-dessous. Voilà. Ça, c'est un autre appareil. Je ne sais pas si vous le voyez, il est beaucoup plus petit. Un petit machin rouge, c'est ce qu'on appelle la luge. Ça se pose pas. Ça navigue d'un arbre à l'autre. On est en relation avec le pilote. Le pilote est 12 mètres au-dessus de nous, dans la nacelle du dirigeable. Et voilà, on lui demande de se diriger vers tel ou tel endroit. On est 3 dans la luge. On ne se pose pas, ça navigue comme ça. Alors, il faut cueillir à toute allure, c'est très physique, on n'a pas tellement le temps de réfléchir. On s'occupe juste de récolter le maximum de choses et de remplir la luge. Voilà, c'est assez mouvementé, très étonnant. Et puis quand la luge est pleine, on la ramène sur notre bâche qui nous sert de piste d'envol. Et voilà un botaniste malgache absolument enthousiasmé d'avoir cueilli lui-même sur le toit des forêts de son propre pays des plantes dont il n'avait aucune idée. Je vous rappelle que c'est des plantes qui ne poussent pas au sol. Donc pour lui, c'était totalement nouveau. Ça, voilà une expérience qu'il n'oubliera jamais. Ça, c'est un autre appareil. On appelle ça ICOS, un diminutif de icosaèdre. C'est exactement un rêve de gamin. C'est une cabane dans les arbres. Ce sont des lycées techniques qui nous fabriquent ces tubes d'aluminium filetés au debout. Le lycée technique d'Albi, notamment, nous en a fait plusieurs, et les gamins, apparemment, ils sont contents, puisqu'ils doivent fabriquer des pièces. C'est leur boulot, dans un lycée technique. Ils préfèrent de beaucoup le faire pour un appareil qui va servir à quelque chose. Et donc, voilà, l'ICOS, c'est quelque chose qui leur convient tout à fait. On place ça dans la fourche d'un très grand arbre, et on ne revient plus avec un moteur. C'est le silence le plus complet de notre part. On vient à pied, on monte, et on s'installe là-dedans. On peut vivre là-dedans autant de temps qu'on veut. C'est juste une question d'alimentation et de boisson. Il y a une petite plateforme d'observation au-dessus.
Là, il y a un Australien et une Allemande. Et puis en dessous, il y a l'Icos lui-même, avec une petite cuisine. Enfin, on peut se faire chauffer des choses faciles. Il y a une table pour travailler, il y a des chaises, on peut accrocher les hamacs pendant la nuit. S'il pleut, on met une bâche. S'il fait beau, on ouvre tout. Et c'est essentiellement réservé aux zoologistes, ceux qui s'occupent de la faune. J'ai oublié de vous dire, c'est très important, que les animaux qui vivent là-haut, d'abord c'est des animaux propres à la canopée, qui ne descendent jamais au sol, sauf quand ils sont morts. Je voudrais dire aussi que ces animaux-là n'ont jamais vu l'homme, bien sûr, puisqu'ils ne descendent pas, et que nous ne montons pas. On ne s'est jamais rencontrés. Et du coup, ces animaux n'ont pas du tout peur de nous. Ils viennent voir ce qui sont ces étranges primates mal identifiés qui viennent habiter dans cette drôle de structure. C'est très amusant parce qu'ils n'ont pas peur, ils viennent voir. Vous comprenez que pour un collègue qui s'occupe de la faune, c'est une situation exceptionnelle. Ben voilà par exemple un bel oiseau malgache. Je pense qu'on était sur son territoire et ben, il est venu voir ce qu'on faisait là. Voilà une de ces innombrables petites rainettes arboricoles responsables d'une grande partie du concert nocturne. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que parmi les groupes zoologiques tout à fait étonnants qu'on ne s'attendait pas à trouver là-haut, il y a les crabes. Beaucoup de crabes. Pas un crabe perdu qui serait monté là par erreur, non. Des crabes, des espèces particulières, je crois même qu'il y a un genre particulier de crabes, et ces crabes ne descendent jamais au sol, sauf quand ils sont morts, encore une fois. De quoi vivent-ils? On s'est posé la question. En réalité, les batraciens, ils pondent dans des trous enfin, quand une branche est arrachée, ça fait un trou avec de l'eau, et les rainettes pondent là-dedans. Bon, après, il y a des têtards, normal, et les crabes en question vivent de la prédation sur les têtards de ces rainettes arboricoles. Deux collègues de l'université d'Antananarivo, ils ont attrapé là un lémurien intéressant. C'est une espèce dont on pensait qu'elle était disparue. On ne l'avait pas vue, si je ne me trompe pas, depuis 1850. Donc l'espèce était officiellement disparue. Bon, elle n'était pas disparue en réalité, mais trop chassée au niveau du sol, ces animaux se sont réfugiés dans la canopée, et là, ils n'étaient pas rares du tout. Ils sont en train de faire un prélèvement pour l'étude de l'ADN, et puis l'animal sera gentiment relâché. Ça, c'est un collègue américain, Brian Fisher, Université de Berkeley. Alors lui, il est spécialiste de fourmis, et ça paraît étonnant, mais les fourmis, c'est le groupe zoologique dominant dans toutes les forêts équatoriales du monde entier. Si vous représentez les animaux en fonction de leur nombre, eh bien, l'éléphant, il sera comme ça. Et la fourmi, elle sera énorme. Parce qu'il y a plus de fourmis que tout le reste de la faune. C'est absolument incroyable l'activité, la diversité, la force de ce groupe zoologique-là dans les canopées. Alors, Brian Fisher, ben voilà un type qui n'arrête pas, jour et nuit. Il n'arrête pas, il est submergé sous les fourmis qu'il étudie. Il m'a passé ce document-là. Cet animal, il est dans la canopée, et ce qui est étonnant, c'est que c'est une espèce de fourmi qui ne grimpe pas. C'est une espèce qui vit au sol. Pourquoi tout d'un coup, cette fourmi-là a-t-elle décidé de faire un voyage de plus de 50 mètres pour atteindre la canopée? Eh bien, c'est que son fonctionnement psychique, je ne sais pas si le terme est admissible, est perturbé par un parasite qui est un champignon. Le champignon, cette fourmi, elle a dû absorber une spore de champignon. Le champignon a poussé dans l'intérieur de l'insecte, et puis il arrive un moment où ça perturbe le fonctionnement du cerveau de l'animal, et voilà une fourmi terrestre qui se met à monter là-haut, et puis elle meurt. Là, elle est morte en fait. Elle est accrochée dans la canopée et elle meurt.
Et c'est à ce moment-là que sortent les organes sexuels du champignon, que je pense tout le monde voit bien. Ce champignon s'appelle Cordyceps, et il y a quelque chose d'assez diabolique là-dedans, que nous sommes encore très très loin de pouvoir expliquer. Si cette fourmi était morte au sol, les chutes de spores du champignon, ça intéresserait 10 cm², pas plus. Mais voilà que le fonctionnement de ce système fait que la fourmi meurt à 40-50 mètres de haut dans l'alizé. Et donc des spores, il va y en avoir sur des kilomètres carrés. C'est évidemment beaucoup plus efficace. On est encore très très loin de pouvoir expliquer des choses comme ça. Ça me fait penser à Fabre. J'aurais aimé savoir ce que Fabre aurait dit d'un truc comme ça. Dommage que Fabre n'ait pas connu les tropiques, mais je crois que c'était trop avec ce qu'il avait déjà à l'Armaz. Un dernier appareil, ça s'appelle la bulle des cimes. C'est un petit ballon qui tiendrait facilement sous la voûte. Il est gonflé à l'hélium, celui-ci. Et il y a une seule place. Vous montez dans le siège qui est en bas et vous bouclez la ceinture comme sur un avion. Et puis, avec des bouteilles d'eau, vous vous arrangez pour ne rien peser. Si vous avez tendance à monter, vous prenez une bouteille de plus. Si vous avez tendance à descendre, vous videz une bouteille. Il faut bricoler pendant 5 minutes. Et puis il arrive un moment où vous pouvez tout lâcher, vous ne montez pas, vous ne descendez pas. Vous n'avez en fait plus aucun poids. Alors il est facile à ce moment-là de... Je ne sais pas s'il y a un pointeur là-dessus. Je ne sais pas si vous voyez la corde qui part vers la droite, là, en biais, et qui court sur la canopée sur 3 km. Wow, bravo, super. Comment ça ? Voilà, on la fixe très solidement ici, et puis elle monte sur la canopée, et puis elle court sur la canopée. Ça dépend de la quantité du rouleau de corde que vous avez. Nous, on en a un de 3 km, donc on a un circuit de 3 km. Vous réglez votre poids pour ne plus rien peser, et à ce moment-là, c'est facile d'attraper cette corde et de vous tirer dessus, puisque vous ne pesez rien. Donc ça avance facilement, il n'y a pas vraiment de problème. Et vous êtes seul, sans moteur. Et ça, c'est vraiment des conditions parfaites pour faire l'expérience de la canopée. Une étudiante de l'université d'Ulm en Allemagne, elle est venue étudier la prédation des herbivores sur la canopée. Eh bien, vous voyez que c'est très simple, elle se tire là-dessus, et aucune difficulté. Oh, ça c'est notre dernière opération. Je ne vais pas rester longtemps parce que ça se passe au Laos, dans une région karstique absolument superbe. Et évidemment, dans ces vols canopéens, les rencontres botaniques et zoologiques sont tout à fait admirables. Ça, c'est Passiflora quadrangularis, une passiflore à très grosses fleurs qui sent très bon. La voilà de face, c'est un spectacle qu'on n'oublie pas, une passiflore comme ça. Les insectes sont magnifiques, alors là je les connais beaucoup moins bien, mais ça je vois que c'est une cétoine apparemment, sauf qu'elle est énorme et très brillamment colorée. Les plantes, alors là, on pourra en parler jusqu'à demain, on va arrêter. Et ça, c'est les travaux de nos grimpeurs. On a besoin de très nombreux grimpeurs pour assurer la sécurité des scientifiques. Et c'est des gens pour lesquels j'ai la plus grande amitié. Bon, je crois que c'est tout. Des orchidées en pagaille. Voilà, c'est fini. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup.
S'il y a des questions, je vous en prie, n'hésitez pas. Comment accédez-vous du sol à votre plateforme? C'est un peu une question d'âge, madame. Pendant 30 ans, moi, je suis monté par mes propres moyens, parce qu'on a maintenant des systèmes, vous savez, qui sont vraiment très perfectionnés. Le système qu'utilisent les gens qui nettoient les vitres des gratte-ciel, ça marche très très bien, il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts. Et à tout moment, vous pouvez tout lâcher et vous reposer. Alors, j'ai fait ça pendant très longtemps. Maintenant, j'ai droit à un petit traitement de faveur. On m'amène avec un appareil volant. C'est beaucoup plus confortable, bien sûr. Alors, pour la série des questions, on va reprendre comme d'habitude. Vous levez, il y a 4-5 mains qui se lèvent. On regroupe un peu les questions. Et ensuite, Francis vous répond. Voilà. Donc, ici, il y a une question. Ou encore, là, oui, 2. Bon, on peut commencer. Allez-y, madame. Je voulais juste demander quel était le principal risque pour les humains. Y a-t-il dans tous ces insectes, ces animaux, certains qui sont dangereux par leur piqûre, je ne sais pas. Ben, c'est sûr qu'il y a des abeilles et des guêpes, donc comme ici, il faut être un peu prudent. Mais écoutez, non, c'est pas un problème. Vous savez, elles ont été calomniées, ces forêts-là. Il y a un danger très sérieux, c'est de se perdre. Non, mais j'en vois pas d'autres, réellement. Vous êtes, enfin, je parle du sous-bois, bien sûr. Vous êtes entouré d'arbres, vous ne voyez pas le soleil, vous faites un tour sur vous-même, et puis vous vous dites, mince, mais par où suis-je arrivé? Voilà. Et là, quand on se perd dans ces forêts-là, le sens de l'humour disparaît très vite. Oui, je suis. Vous avez parlé des lémuriens que vous avez retrouvés dans la canopée qui auraient disparu sur Oui, Terre. oui. Est-ce qu'il y a d'autres espèces que les lémuriens qu'on retrouve dans la canopée qui ne sont plus sur Terre et en quelle quantité? Écoutez, il faudrait poser la question aux gens qui ont travaillé sur les mammifères. Les chauves-souris sont en nombre extraordinairement élevé. Jamais nous n'aurions pensé que les régions tropicales de forêt hébergeaient tant d'espèces de chauves-souris. Maintenant, je ne pense pas que c'était des espèces considérées comme disparues. Le seul exemple de ça que j'ai en tête, c'est ce lémurien. Il y en a probablement d'autres. Enfin, moi, je ne m'occupe pas directement des mammifères, alors je ne suis pas un bon interlocuteur. Là. Oui, là, il est devant. On ne vous entend pas, là. Bonsoir, professeur. Merci pour cette belle conférence. J'aurais deux questions. Une concernant les chauves-souris, qui jouent un rôle primordial dans la pollinisation de ces fleurs tropicales. Est-ce que les populations de chauves-souris sont menacées par ce qui se passe au niveau de la déforestation? Première question. Deuxième question concerne la préservation de la biodiversité mondiale. En réponse à cette préservation, une solidarité internationale doit être renforcée par une politique où la préservation justement de cette biodiversité sera beaucoup plus importante dans les politiques d'aide au développement. Qu'en est-il exactement, outre les travaux que vous conduisez, vous et vos équipes, des actions menées, en particulier par le gouvernement brésilien, ou des collectivités locales, territoriales, de régions d'outre-mer. Voilà, quelles sont ces actions qui sont menées allant dans le sens d'une préservation de la biodiversité mondiale? Les chauves-souris d'abord, c'est plus facile. Elles sont extraordinairement nombreuses. Un petit territoire comme la Guyane française, 90 espèces recensées, et on en trouve encore régulièrement des nouvelles, pas des nouvelles espèces, mais des nouvelles espèces pour le territoire guyanais. Alors, il y a là effectivement un rôle très important dans la pollinisation nocturne des fleurs, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un autre groupe
chauves-souris, qu'on appelle les mégachiroptères, des grandes bêtes énormes. Celles-là ne s'occupent pas de pollinisation, elles s'occupent de manger les fruits et de disperser les graines. Leur nourriture est uniquement faite de fruits. Bon, alors, quant à la préservation de la biodiversité, je ne suis pas un pessimiste de nature, mais là, je suis vraiment très inquiet. Vous parliez du Brésil. Mon Dieu, il faut aller voir le Mato Grosso. Plus de forêt, du manioc, du soja transgénique à perte de vue. Il est clair que la biodiversité a totalement disparu. Alors, cette biodiversité, elle est encore beaucoup plus grande qu'on ne l'imaginait, puisque l'endémisme, vous voyez ce qu'on a... Bon, l'endémisme, le grain de l'endémisme, c'est l'arbre lui-même. Des arbres énormes, hein, mais on a trouvé des espèces d'insectes qui sont dans un arbre et pas dans les arbres d'à côté. Un endémisme, l'arbre se comporte un peu comme une île, si vous voyez ce que je veux dire, et donc il y a un endémisme au niveau de l'arbre. Alors évidemment, quand on déforeste de formidables régions comme le Mato Grosso, c'est une perte biologique vertigineuse. Et évidemment, c'est une perte d'espèces, donc c'est absolument irréparable. Non, je ne crois pas du tout qu'on soit sur la bonne pente, là. Je suis très très inquiet. Les forêts tropicales sont en train de disparaître. Or, c'est le sommet de la biodiversité mondiale. Et dans une forêt, la zone la plus riche en espèces, c'est la canopée. Ça, c'est l'endroit le plus vivant du monde. Malheureusement, les canopées, pour qu'elles persistent, il ne faut pas qu'il y ait d'exploitation forestière, parce que si on exploite, on fait tomber les grands arbres, la canopée est trouée et il n'y a plus vraiment de canopée. Donc voilà, on est dans une situation qui est beaucoup plus grave que ce qu'on nous dit généralement. Autre question? Oui, là, monsieur. Sans la condition humaine, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur la vie des forêts tropicales? Est-ce que les forêts peuvent mourir comme elles meurent en Europe? Est-ce qu'elles se régénèrent automatiquement? Et est-ce qu'on a pu, je voulais te dire, il y a des forêts tropicales qui naissent, il y en a qui meurent, ou est-ce que c'est même toujours qui se régénèrent? Dites-nous un peu quelque chose sur la vie de la forêt humaine. Je comprends très bien. Écoutez, non, jamais on a vu mourir une forêt tropicale. Elle meurt ponctuellement, c'est-à-dire qu'il y a un secteur de la forêt où les arbres sont tous âgés et ils commencent à tomber. Mais c'est quelques hectares, pas plus. À partir de là, ces quelques hectares déforestés naturellement, ils se comblent avec des arbres pionniers qui poussent en pleine lumière, parce qu'évidemment dans le fond du trou, c'est la pleine lumière solaire. Alors il y a des arbres pionniers, puis il y a des arbres de forêt secondaire, et puis ça revient à la matrice de forêt primaire originelle. C'est pas un processus rapide. On compte pour les tropiques humides une durée de 7 siècles. Mais c'est pointilliste, vous voyez. La forêt ne meurt pas. Elle se régénère ponctuellement comme ça par Chablis. Et elle n'a aucune raison de disparaître. J'ai jamais entendu parler d'une forêt qui vieillirait et mourrait puisque tous les arbres sont à des âges différents. Et en plus, ça se régénère en permanence. Oui. Est-ce que le changement climatique impacte les forêts tropicales? Alors je vais vous donner, je ne suis pas climatologue, hein, je suis comme tout le monde les travaux sur ces phénomènes-là. Pour moi, le changement climatique, si vous voulez le voir avec toute son évidence, c'est près des pôles. D'ailleurs, tous les ministres de l'écologie se précipitent au Groenland pour voir reculer les glaciers. Ok, maintenant, descendons en latitude. Si vous êtes ici, à 43 degrés de latitude, on le voit, ce changement, mais enfin, on n'est pas pris à la gorge. Et si vous descendez encore plus jusqu'au niveau de l'équateur, moi, je ne vois rien, strictement rien. Ça n'intéresse personne, les journaux n'en parlent pas, ou alors c'est juste des nouvelles de l'étranger, mais on ne voit pas de changement climatique dans les forêts équatoriales.
Voilà comment, et je pense que c'est pareil dans les deux hémisphères. Je ne crois pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter sur ce plan-là. Francis, moi je me souviens, mais plus très bien, d'un exemple que tu donnes dans un des livres sur comment se fabrique la biodiversité, et je crois que tu parles de l'exemple de Passiflore. Ah oui, oui. Alors, voilà. Tu peux en dire un mot parce que c'est la fleur. Oui. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails, mais comme je vous disais tout à l'heure, dans nos forêts d'Europe, les contraintes sont de nature physique. C'est essentiellement le froid hivernal. Dans les forêts équatoriales, il n'y a pas ces contraintes-là, puisqu'il fait jamais froid, ni jamais non plus très chaud. Les contraintes sont celles que les êtres vivants exercent sur les autres êtres vivants. Il ne faut pas croire que ce soit des contraintes mineures. Elles sont au contraire extraordinairement fortes. Vous savez qu'il n'y a pas d'évolution sans contraintes. Eh bien, ici, nous avons des contraintes physiques. Sous l'équateur, c'est des contraintes biologiques. Il se produit alors ce qu'on appelle la coévolution plantes-animaux, et vous avez des partenaires comme ça, la Passiflore et Heliconus, le papillon que je vous ai montré, qui réagissent l'un contre l'autre, chacun se protégeant de l'autre. Et cette coévolution plantes-animaux, c'est un des domaines les plus passionnants de la génétique contemporaine, c'est aussi un des domaines qui marche le mieux, et c'est une source d'espèces extraordinairement active. Dans la durée de vie d'un chercheur, on voit apparaître une quinzaine d'espèces de papillons et une centaine d'espèces de passiflores. Donc c'est comme ça que ça marche, la coévolution. J'ai une question sur la biodiversité. Vous nous parliez de biodiversité animale. Et est-ce que, comme vous avez pris en 1982, quand il a fait les recherches, est-ce que 300 mètres de notre arbre, on retrouve une biodiversité végétale vraiment différente? Non, là je vous parlais des travaux de Terry Irwin sur la faune entomologique. Les travaux de ce chercheur, et vous, les insectes. on observe vraiment une biodiversité végétale vraiment différente à 300 Non, pas du tout. Les aires de répartition sont significativement plus vastes pour les plantes. Et surtout les plantes des jardins suspendus, parce que leurs graines sont grosses comme de la poussière, donc ça fait de très grandes distances avec le vent. D'autres interventions? Bon, madame. Une question qui paraît ridicule, mais toutes ces belles odeurs dont vous parliez, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'arriver à les garder pour que les autres personnes n'en aient pas? Si. C'est dommage de faire. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Écoutez, plusieurs de nos opérations ont été financées par c'est pas des parfumeurs, mais c'est des boîtes qui sont en amont de la parfumerie et qui fournissent aux parfumeurs des éléments de base. Donc, ça les intéresse, ces parfums-là, qui n'ont jamais été sentis par personne. Alors, je ne suis pas du métier, moi, il y a une chose qui m'étonne, c'est que ce que je considère comme une odeur délicieuse, ça les intéresse pas. Il leur faut des odeurs douteuses et il n'en manque pas non plus. Apparemment, elles sont plus riches et c'est sur la base de ces odeurs un peu merdiques qu'en triant, on arrive à faire des... Enfin, c'est leur métier, moi, je suis... Oui. En tout cas, rassurez-vous, ça les intéresse et ils n'ont pas non plus envie que ça se perde. Et Francis, l'homme qui descend de l'arbre. La dernière fois que je t'ai entendu, on a commencé avec ça. Eh bien, c'est pas moi qui l'invente. Charles Darwin fait le tour du monde sur le Beagle, capitaine Fitzroy, il revient en Angleterre, et c'était pas un excité, il a longuement réfléchi, et je crois à peu près 10 ans après, il a dit « l'homme descend du singe ». Alors évidemment, ça a fait un scandale dans la Grande-Bretagne de l'époque de la reine Victoria, parce que c'est l'époque où l'Angleterre établissait son empire colonial sur l'Afrique de l'Est, et c'était mal vu l'idée qu'on puisse descendre du singe. Et bon, il a été très critiqué, Darwin, très critiqué.
Mais en fait, il avait raison. Je ne veux pas être discourtois envers qui que ce soit, mais nous sommes des primates. Indiscutablement, tous nos caractères zoologiques, anatomiques, physiologiques, etc., fait de nous des primates verticaux. Il y a quelques primates verticaux, notamment les gibbons. Les gibbons, c'est des animaux que je trouve incroyablement beaux. Et moi, avoir ça comme ancêtre, ça m'enchante. Eh bien, je vous en souhaite d'aussi beaux, voilà. Oui, bah écoutez, l'homme descend du singe, hein, c'est une vieille idée. C'était l'histoire que, en fait, la position verticale... Ah, pardon. La position verticale que nous avons, c'est... Parce que souvent, on dit qu'on vient de l'Afrique de l'Est, etc., et qu'on s'est levé pour regarder au-dessus des herbes. Non, c'est plus... Toi, tu nous dis que la position... Si on a une position verticale, c'est parce qu'on prend des... Non, Christian, je ne suis pas du tout du métier, et là je m'aligne totalement sur mes collègues du Collège de France, Pascal Pic, etc. Et c'est eux qui nous disent qu'on a abandonné l'idée de se dresser sur nos pieds pour voir au-dessus de la savane, parce que c'est pas du tout comme ça que ça se présente. Non, nous sommes les héritiers de singes qui se déplaçaient par brachiation, comme les gibbons. Ils ont des bras très très longs, ils attrapent une branche et ils se balancent jusqu'à attraper une autre branche. Eh bien, je peux vous dire que quand on voit passer une troupe de gibbons en forêt, tout s'arrête, tellement c'est beau. C'est absolument magnifique. Ajoutez à ça qu'ils poussent des cris superbes. Là aussi, il faudrait enregistrer. Eh bien, voilà à quoi ressemblaient, semble-t-il, nos ancêtres. Eh bien, moi, ça me convient très bien. Bonsoir. J'ai une question sur les forêts primaires qui ne sont pas tropicales. Et il y en a quelques-unes. Est-ce qu'il y a autant de biodiversité? Ah non, non. Effectivement, il reste quelques forêts primaires. Il en reste plus, d'ailleurs, en dehors des tropiques que dans les tropiques maintenant. Il en reste au Québec, le nord canadien. Il en reste en Sibérie. Il en reste des petits fragments dans le cône sud de l'Amérique du Sud. Mais alors voilà, la différence, c'est que, pour prendre le cas du Québec que je connais mieux, à peine vous diriez que c'est une forêt, parce qu'il y a plusieurs dizaines de mètres entre les arbres. C'est pas dense du tout. En outre, ça a tendance à être le même arbre qui se répète à perte de vue. Donc une diversité biologique très très faible. Vous voyez que c'est très différent. C'est pas comme ça que vous le voyez? Simplement, j'ai vu dans le nord-ouest des États-Unis, dans l'État de Washington... Oh non, attendez, oui. Non, c'est... Oui, Ok, d'accord. Non, la péninsule olympique, c'est pas du tout de ça que je vous parle. Je vous parle du Grand Nord québécois. Alors là, c'est des forêts primaires, si vous voulez, mais d'abord, ça ne fonctionne que 6 mois par an, dans la meilleure hypothèse, et puis la biodiversité est très réduite, rien de comparable avec l'équateur. Vous savez, c'est pas compliqué, sur cette planète, la biodiversité, elle est maximale à l'équateur, et puis elle diminue à mesure que vous vous éloignez de l'équateur, et elle s'arrête largement avant les pôles. Je parle de la biodiversité terrestre, pas de la biodiversité marine. Alors là, vous êtes dans des zones où il n'y a vraiment plus grand-chose. Professeur, une petite précision. Vous avez parlé tout à l'heure... Je ne vous vois pas. Je suis là. Ah, pardon. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit que les forêts ne mourraient jamais. Est-ce que c'est en relation avec l'immortalité, vos travaux sur l'immortalité de l'art? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Première question. Et deuxième question s'adresse là aux biologistes sur un registre plus particulier. Qu'en est-il des plantes hérisseuses dans cette merveilleuse canopée? Est-ce qu'il y a de grands médicaments de domaine qui sont à l'étude à partir de ces plantes sur lesquelles vous travaillez? Ce que je peux dire à ce sujet des plantes médicinales, c'est que très peu de tests d'activité moléculaire ont été faits sur la canopée. J'ai beaucoup de collègues qui s'occupent de ça, notamment au CNRS. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent en forêt équatoriale, mais ils sont au sol.
dans le sous-bois, et puis ils prennent les feuilles qu'ils peuvent attraper avec les mains, ils font un test, il y a maintenant des tests extrêmement rapides, et en 10 minutes, un quart d'heure, vous savez s'il y a une activité ou pas, mais généralement le test est négatif, tout simplement parce que la plante n'est pas dans le milieu qui convient pour fabriquer des molécules actives. Laissez cette plante pousser, cette même plante, laissez-la pousser. Elle arrive dans la canopée, et à ce moment-là, il se produit ce truc étonnant. C'est que le capteur solaire est multiplié par 100, assez peu, et l'énergie reçue est multipliée par 1000. Donc il y a un énorme surcroît d'énergie. En outre, quand la plante est dans la canopée, elle ne pousse plus. Elle pousse toujours, une plante ça pousse toujours, mais c'est de l'ordre de quelques millimètres par an, pas plus. Donc il y a une formidable accumulation d'énergie que la plante doit gérer. Et l'hypothèse que nous avons maintenant, c'est que ces molécules actives, qui sont des grosses molécules très coûteuses en énergie, elles serviraient de stock pour cette énergie excédentaire. En plus, ça sert à la plante pour lutter contre les herbivores qui sont tous là-haut, presque tous là-haut, donc c'est voilà quelque chose de très harmonieux. L'autre question, c'était quoi? Ah, oui, alors effectivement, c'est une notion un peu dérangeante. Nous avons... Attendez, il y a 70 000 espèces d'arbres sur la planète, il y en a une centaine qu'on peut qualifier de potentiellement immortelles. Ça ne veut pas dire qu'elles ne meurent pas, hélas, parce que si vous me donnez une tronçonneuse, je peux la battre, je ne le ferai pas. Mais c'est toujours facile de tuer un arbre. L'immortalité potentielle, ça veut dire que cet arbre-là, si vous lui garantissez des conditions optimales, dans tous les domaines, eh bien, il ne mourra pas, il manifestera son immortalité sans aucun complexe. Il y a une centaine d'espèces, il y a quelques chênes qui sont là-dedans, et il y a des peupliers qui vivent sous forme de clones quand ils sont devenus très vieux. L'olivier serait peut-être dans ce peloton-là, et le maximum actuellement connu, c'est l'Omacia tasmanica. C'est une plante qui a 43 000 ans, et qui est en pleine jeunesse. Donc on voit bien que si les Australiens lui foutent la paix, c'est ça sans doute le problème le plus critique. Si on le laisse faire, ce Lomacia, il n'a aucune raison de mourir. Il ne faut pas l'imaginer comme un arbre énorme. En fait, c'est 3 kilomètres de clones le long d'une rivière en Tasmanie. Mais il est immortel parce qu'il a cloné? Oui. Non. Au-delà d'un certain âge, les arbres ne restent plus unitaires, ils se clonent. Soit par le marcottage des branches, soit par drageonnement, c'est-à-dire de nouvelles tiges feuillées qui sortent des racines. De toute façon, c'est cloné. Mais une fois que le clone est établi, il est bien possible que l'arbre d'origine, celui qui a germé, il est disparu depuis longtemps. Mais vous voyez bien que ça n'a pas de raison de s'arrêter. Encore une fois, ça suppose que les conditions restent bonnes. En Sibérie et au Canada, et de forêt primaire équatoriale. Quelle est la définition de la forêt primaire? Oh, c'est très simple, madame. Personne n'y a touché, personne ne l'a détruite, personne ne l'a exploitée, personne ne l'a coupée pour faire de l'agriculture ou des choses comme ça. C'est tout simple. C'est une forêt. Alors, l'être humain y est passé, bien sûr, parce qu'il passe partout. Il a même certainement pris quelques fruits et quelques bois morts, mais ça ne retire pas le caractère primaire de la forêt. Alors, une forêt primaire, il n'y a pas besoin d'être botaniste, c'est extrêmement facile à reconnaître. Vous pouvez courir. Si vous avez un VTT, vous pouvez faire du vélo là-dedans. Parce que comme la canopée est très fermée, le sous-bois est très sombre, donc il n'y a rien qui pousse. Les seuls obstacles, ce sont les troncs. Bon, cette forêt est exploitée, elle est détruite pour une raison ou pour une autre, ça donne une forêt secondaire, avec d'énormes trous dans le haut, dans la canopée, donc beaucoup de lumière au sol, donc énormément de végétation au sol, et là vous devez tailler votre route à coups de machette, et c'est très très pénible et finalement très peu intéressant. Alors oui, absolument. Alors, la difficulté dans ces forêts de très haute latitude, c'est que quand les arbres tombent, de vieillesse tout simplement,
l'activité microbienne étant très sévèrement limitée par l'hiver, les arbres se tombent les uns sur les autres et vous devez progresser en marchant sur un empilement de troncs, et ça c'est véritablement pénible. Dans les forêts équatoriales, les arbres tombent au même rythme, un chablis par hectare et par an à peu près. Seulement en quelques mois, l'arbre a disparu. Pourquoi? Parce que l'activité microbienne est beaucoup plus forte et surtout parce qu'elle travaille 12 mois sur 12. Donc ça fait une très grande différence. Pas question de rouler à vélo dans les forêts primaires du Québec, du nord du Québec. Bien, je crois qu'on arrive à la fin de ce débat, de ce jeu des questions-réponses. Merci beaucoup, Francis. C'est formidable. C'est gentil. Et donc, je vous invite, pour ceux que ça